Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le chef de l'opposition, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, distingués invités, voici le moment solennel d'ouvrir la première session de la 62e législature du Parlement jeunesse du Québec, qui étudiera 4 projets de loi fort intéressants pour l'avenir de notre société. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous entretenir de 3 choses. Tout d'abord, votre rôle au sein de cette législature. Deuxièmement, les défis de votre génération au cours des prochaines années. Troisièmement, pourquoi vous devriez être optimiste. Votre rôle en cette Chambre pendant les 5 jours qui viennent n'est pas de faire triompher votre intérêt personnel, mais de travailler à quelque chose de grand, de difficile, d'exigeant, le bien commun. Étrange notion que celle-là, me direz-vous, un peu vieillotte en cette ère de réseaux sociaux et d'expression de soi. Faire de la politique, c'est bien sûr aspirer à rendre concrète sa vision d'une société meilleure, tout en sachant que les autres aspirent à la même chose à partir de leurs propres convictions, différentes des nôtres, malheureusement. Au cours des prochains jours, vous constaterez que le bien commun semble parfois contraire à ce que vous voudriez faire, ou à celui d'un groupe ou l'autre auquel vous semblez penser appartenir. Au nom du bien commun, vous serez appelés à faire des compromis, à renoncer parfois à votre intérêt personnel. Souvenez-vous que l'État, en démocratie, est l'interprète légitime du bien commun. Le philosophe Charles Taylor dit souvent que la société moderne incite trop le citoyen à faire valoir ses droits, quelles que soient les conséquences sur la collectivité. Chacun, selon lui, ne pense trop souvent qu'à son vécu, qu'il s'agisse du tracé d'une autoroute avec lequel il n'est pas d'accord, ou de l'ouverture d'une usine, ou de la fermeture d'une école. Certes, la liberté est un droit essentiel qui doit être défendu. Reste que les individus doivent aussi reconnaître leur dépendance vis-à-vis d'autrui et le nécessaire devoir de solidarité qui en découle. Sans compromis, sans renoncement des uns ou des autres, aucun bien commun n'est possible. Dans cette recherche du bien commun, votre génération, celle des 18-25 ans, aura un rôle crucial à jouer au cours des prochaines années. Vous êtes en infériorité démographique. Et cette infériorité va compliquer sérieusement votre vie politique, votre efficacité politique. Lorsque j'avais 20 ans, les 18-25 ans représentaient 16 % de la population québécoise. 16 %. On était nombreux. Aujourd'hui, vous ne représentez plus que 10 %. C'est pas mal moins. Si la tendance se maintient, lorsque ma fille aura 20 ans, les 18-25 ans ne formeront plus que 8 % de la population. Les gens en Occident, vos voisins, vos amis, ne s'en rendent pas bien compte, mais nous vivons un basculement historique. Les phénomènes auxquels nous ferons bientôt face n'ont jamais existé. Jamais l'Occident n'a été aussi vieux. L'Occident a vécu des choses terribles. La Grande Peste de 1348 a tué le tiers, au moins le tiers de la population. Puis l'Occident s'est relevé. Mais ce que nous vivons maintenant, un âge médian à 44 ans pour l'Allemagne, 44 ans, on n'a jamais vu ça. On voit déjà les conséquences de ce vieillissement, notamment le basculement du monde occidental vers la droite. Si la finance prend tellement de place dans nos vies, ce n'est pas pour rien. Ils sont des millions de retraités
à exiger de bons rendements sur leur placement. Si vous comparez les révoltes dans les pays arabes, où la jeunesse est majoritaire, et les révoltes dans les pays occidentaux, où elle est minoritaire, on voit bien la différence. Votre génération a un rôle majeur à jouer pour défendre des idées, des projets qui protégeront l'avenir et ne serviront pas seulement les besoins du présent. On va vous accuser d'égoïsme, d'insensibilité à l'égard des vieux. Ne vous laissez pas culpabiliser. Le sociologue français Emmanuel Todd, lui-même sexagénaire, dit qu'il faut faire preuve d'un certain degré d'indifférence face aux vieux. Bien s'occuper des aînés, c'est admirable sur le plan moral. Mais l'espèce humaine, comme toute espèce animale, doit d'abord s'occuper de ses petits. C'est une contradiction démographico-morale que vous allez devoir apprivoiser. Dans cette lutte, vous ne serez pas seuls. Des plus vieux, comme moi, se joindront à vous, tout naturellement, parce qu'ils n'ont pas mis des enfants au monde pour les laisser s'enliser dans le marasme. Les autres, vous devrez les convaincre. Développez votre éloquence. Apprenez à faire des alliances. Vous êtes peu nombreux. Vous en aurez besoin d'alliés. Ne perdez jamais de vue que l'avenir de votre société appartient aux enfants. Prenez-en soin. L'éducation est un secteur clé de notre avenir. Un peu partout dans le monde, les réseaux d'éducation subissent des pressions importantes, certaines liées aux nouvelles technologies de l'information. Les enfants qui ont par leur famille accès à des ordinateurs, des tablettes intelligentes ou des appareils mobiles ont au bout des doigts, à toute heure du jour, des apprentissages dont sont privés les moins nantis qu'eux. Cette fracture va soulever au cours des prochaines années de sérieuses questions d'égalité des chances. Chaque fois que je vois ma fille de 12 ans manipuler mon iPad ou ma tablette Android, je ne peux m'empêcher de penser à la petite fille que j'ai été. Une enfant maigrichonne, timide, dont la pauvreté matérielle, bien réelle, disparaissait en classe. Dans une classe d'aujourd'hui, cet enfant-là devrait performer sans avoir accès aux joujoux électroniques de ses amis. C'est à l'État que reviendrait le rôle de protéger son avenir pour le plus grand bien commun. Quoi qu'il arrive au cours des prochains jours dans vos débats, ne perdez pas cet élan qui vous incite à croire que les humains méritent mieux. Vous avez raison. L'optimisme de d'autres avant vous a changé le monde. Le vôtre le fera aussi. À la fin des années 50, quand je suis née, plus de la moitié des adultes du Québec ne détenaient pas de diplôme d'école primaire. Plus de la moitié. Mes parents en faisaient partie. Aujourd'hui, un jeune sur 4 obtient un diplôme de premier cycle universitaire. Il y a 30 ans, c'était à peine 1 sur 8. Au Québec, l'espérance de vie a augmenté de 30 ans. Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes se sont rétrécis. Ça va mieux. Ailleurs dans le monde, les 30 dernières années ont donné lieu à de spectaculaires avancées. L'analphabétisme a été réduit de moitié. L'espérance de vie a augmenté de 8 ans. Il faut continuer. On a beaucoup parlé récemment ici d'une volonté de faire de la politique autrement, au nom de la capacité des citoyens à se gouverner eux-mêmes. Des voix s'élèvent pour demander que plus de pouvoir soit dévolu aux citoyens, parfois au détriment des élus. Comme vous le verrez au cours des prochains jours, faire des lois qui protègent le bien commun, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. Et ça demande des talents et des aptitudes qui ne sont pas dévolus à tous.
puissiez-vous quitter cette enceinte avec un respect nouveau pour les hommes et les femmes qui, chaque jour, s'astreignent à cet exercice. Bonne session.